sur l'impact du mode produit par rapport à l'architecture d'entreprise. Je pourrais aussi vous parler d'autres impacts que ça a sur l'organisation, sur la gestion des budgets et pas mal d'autres choses. Je les ai mis dans le support, je ne balayerai peut-être pas tout, aussi pour se laisser le temps de questions-réponses par rapport à ça. Et du coup, le sujet aussi de l'architecture d'entreprise, c'est un sujet qui me passionne. J'ai eu en charge cette activité-là dans des expériences précédentes. Donc, c'est des sujets sur lesquels j'ai un peu d'expérience. Et donc, là, je vais vous parler, du mode produit à l'échelle. Enfin, c'est vraiment le côté à l'échelle du mode produit. Je dirais quelques mots sur le mode produit. Mais globalement, ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment un retour d'expérience de ce qu'on fait chez France Travail. C'est un sujet qui est engagé aussi depuis maintenant plus de 10 ans. L'agilité encore plus, mais le premier virage qu'on a fait sur le mode produit a été lié aussi à la mise en place du framework SAFE que vous connaissez, parce que on a quelqu'un chez nous, Michel Levasco, qui anime le club SAFE avec aussi pas mal d'entreprises françaises. Donc ça a été un premier virage il y a une dizaine d'années. On a commencé en 2015. Là, on a commencé le mode produit. Le deuxième virage, c'est il y a 3-4 ans. Avec 4 ans, on a commencé à vraiment embarquer beaucoup plus les métiers. C'est ça que je vais vous parler. L'embarquement des métiers, comment les métiers sont montés à bord. Alors, c'est encore une autre histoire, il y a encore plein de choses à dire. Et puis, une accélération encore un peu plus récente, parce qu'on a changé de directeur général, qui est le vrai sponsor de toutes ces questions-là, du pilotage par l'impact, du mode agile, du mode produit y compris. Et ça aussi, quand on a un sponsor qui est tout en haut, ça change, ça ouvre tout d'un coup pas mal de choses. Donc c'est un petit peu tout ça que je vais essayer de vous raconter. Donc je vais vous dire quelques mots sur pourquoi on se pose toutes ces questions, pourquoi on passe au mode produit. C'est pas parce que c'est une mode, c'est parce que pour nous c'est une réponse structurelle à tout un tas de problèmes qu'on se pose. Le mode produit, je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'on entend par ça chez nous, parce que là aussi, il pourrait y avoir des débats d'experts sans fin. Je vais vous dire pour nous ce que c'est. Et puis après, un petit zoom sur l'impact sur l'architecture d'entreprise. Je pourrais aussi parler d'autres impacts que j'évoquerai peut-être un peu plus vite. Voilà. Et je finirai pour refaire un retour sur SAFE aussi, pour vous dire en quelques mots, ces 10 ans d'expérience sur ce framework d'agilité à l'échelle. Qu'est-ce que ça nous a appris? Qu'est-ce que ça nous a permis de faire sur ce passage au mode produit, etc. Voilà. L'objectif, là, c'est pas de rentrer dans le détail du schéma, mais c'était pour vous expliquer quelques mots de contexte. France Travail, donc vous savez, c'est l'ancien nom, c'est le nouveau nom de Pôle emploi. C'est cette transformation, il n'y a pas que le nom, c'est vraiment une mini-révolution où on devient l'opérateur du service public de l'emploi. Et donc l'idée, c'est de fédérer tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin sur l'insertion et le retour à l'emploi. Donc il y a bien sûr les ex-Pôle emploi, mais il y a aussi les missions locales qui se focalisent notamment sur l'insertion des jeunes, Cap emploi qui spécialise plutôt sur l'insertion des personnes en situation de handicap. J'ai pas mis là, mais il y a aussi les conseils départementaux pour tout ce qui est plus social, l'insertion sociale, les conseils régionaux pour tout ce qui est formation professionnelle, etc. Et donc l'idée, c'est de faire de France Travail l'opérateur pour mettre tous ces acteurs en réseau, parce que le problème, c'est un peu le problème générique de l'administration, c'est que les outils ne se causent pas, on ne se partage pas les données, le dites-le nous une fois, c'est une intention, mais qui n'est toujours pas traduite dans les faits, et donc malheureusement, un demandeur d'emploi qui est à la fois en situation de handicap, jeune, enfin qui cumule tout un tas de problèmes, il doit se taper le millefeuille administratif, les fournir, et du coup, en général, il abandonne, et il sort des circuits. Donc l'idée, là, c'est vraiment de transformer ça et de faire de France Travail l'opérateur. Et donc, bien sûr, il y a un volet technique sur comment on ouvre notre système d'information à tout cet écosystème, mais c'est loin d'être que technique. Donc c'est ça que je vais un petit peu évoquer. Alors, pourquoi cette transformation? Vous devez connaître cet acronyme VUCA. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ce que c'est. Alors, ça date un peu, parce que ça date il y a une vingtaine d'années. Il y a une nouvelle version de l'acronyme
qui est pas mal, notamment avec le contexte actuel géopolitique. Donc on est vraiment dans un monde fragile, anxieux, non linéaire, incompréhensible. Et vraiment, ça s'applique. C'est pas juste. On le vit aussi chez France Travail, parce que ce sujet du chômage, du retour à l'emploi, il est hyper politisé. Tous les élus de tous les niveaux, de la ville jusqu'à l'État, veulent s'emparer de ces questions-là. L'Europe essaye de faire plein de choses. Évidemment, c'est pas forcément toujours convergent. Donc entre un département de gauche, de droite, etc., on a des avis très différents. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et donc du coup, comment avancer dans un contexte comme ça? Comment arriver à focaliser nos investissements sur ce qui apporte le plus de valeur? Comment je la mesure, cette valeur, etc., etc. C'est un vrai sujet. Et jusqu'à il y a encore pas très longtemps, globalement, notre gouvernance, c'était quand même une gouvernance centrée sur le pilotage d'un portefeuille de projets. Et donc, la mise en place du mode produit vient, j'ai envie de dire, compléter ça, en fait, parce que l'idée, c'est pas de virer les projets et dire, parce qu'on simplifie souvent le produit en disant, il y avait le mode projet avant, le waterfall, et on passe maintenant à un nouveau truc, c'est miraculeux, c'est différent. C'est en partie faux, cette histoire-là. Parce que des projets, on va continuer à en avoir. On a besoin de piloter des changements structurants. On a besoin de coordonner des impacts qui sont complexes, qui touchent plein de choses. Et on a besoin de donner de la visibilité, du rythme, d'avoir des choses qui sont cadencées, etc. Donc, mon message, c'est pas de dire le mode produit remplace tous les projets, oubliez vos projets, il n'y a plus rien et on fait un reset. C'est pas vrai. En fait, c'est un mix des deux. C'est comment je pilote mieux des produits, c'est-à-dire un patrimoine numérique avec du métier autour, comment je le transforme, et comment mes projets, je les focalise peut-être plus sur des sujets transverses de synchronisation, coordination, pilotage, etc. L'urbanisation, l'architecture d'entreprise, on l'a vécu, nos architectes avec le passage à l'agile, se posent plein de questions. Donc on est un peu dans ce contexte-là de crise de légitimité, comment on repositionne l'architecte et l'architecte d'entreprise. Et avec ce passage au mode produit, vous allez voir, on a réussi à faire pas mal de choses, et c'est notamment grâce aux architectes d'entreprise qui ont été repositionnés vraiment sur des questions d'entreprise, dans lesquelles, oui, il y a de l'IT et de la tech, mais il y a des vraies questions, métier, business, liées à l'entreprise. Et encore une des raisons qui nous a poussé à aller vers ce mode produit, c'est ça. Donc c'est les priorités, il y en a 50 000. Bon, là, ça s'est un petit peu calmé parce que, vu le contexte gouvernemental, on a un peu moins de pression, voilà. Parce que pour voter, c'est un peu plus compliqué. Donc, de fait, il y a un peu moins de choses qui nous tombent dessus. Mais sinon, en temps normal, on était sollicité en permanence par la présidence de la République, le Premier ministre, le ministre, les conseils départementaux, les conseils régionaux, qui nous demandent un milliard de trucs, des données ou de changer les choses. Et donc, des priorités, on en a trop, comment on gère ça, des dépendances, on en a plein, comment on arrive à mettre une vision systémique dans tout ça. Alors, du coup, quand je parle de mode produit, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement une application. C'est pas de dire, bon, alors on avait des applications, vous avez tout ça avec des plans d'occupation des sols et des applications, et c'est pas juste de dire, en fait, je change le nom, application, je le remplace par produit, et ça va le faire. C'est pas complètement faux non plus, mais c'est pas du tout suffisant. Il faut se reposer la question et se dire, et c'est ce que j'ai essayé de résumer là, c'est dire un produit, c'est vraiment une capacité de métier durable. Et quand je dis une capacité de métier, c'est dans la capacité, oui, il y a de plus en plus de numérique, mais il y a aussi des bonhommes, des règles, du process, du juridique, et j'en passe, et même parfois du physique, hein, une agence avec un accueil, un guichet, ça peut faire partie aussi de ces capacités. Et donc quand je parle du produit, je parle bien de l'ensemble de tout ça. Et comment je pilote cet ensemble-là. Et que j'arrête de dissocier le numérique d'un côté, etc. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément nouveau, on se le disait déjà il y a 20 ans sur la théorie des systèmes et avec l'introduction du mot système d'information, mais
voilà, on a toujours eu du mal, enfin moi dans les expériences que j'ai eues dans d'autres administrations, l'IT était vraiment piloté de manière trop séparée du métier. Donc là, un des gros changements qu'on a fait, c'est de dire, non, ça suffit, il faut que les métiers soient au cœur du sujet. Et donc, on a introduit ce sujet de produits, donc, mais un produit, alors pour vous donner quelques ordres de grandeur, des produits, on en a, alors d'ailleurs, on ne sait pas encore exactement combien on va en avoir, parce que sur certains périmètres, ils ne sont pas complètement détourés, et on en a aujourd'hui un peu plus d'une centaine, et on pense qu'on devrait atteindre les 150. Pour vous donner un autre chiffre, des applications, on en avait de l'ordre de 600, 650. Des équipes qu'on est en train de transformer en équipes produits, on en a à peu près 300, un peu moins de 300. Et pour donner un autre ordre de grandeur, le budget de la tech, globalement, tout compris en coût complet, c'est à peu près 1 milliard par an. Et donc on s'est posé la question de se dire, oui, mais identifier les produits, c'est une chose, ok, mais mes produits, c'est pas, je vais pas mettre une start-up derrière chacun de mes produits, ça marche pas à l'échelle, ça ne vole pas. Tous nos produits sont plus ou moins dépendants, ils apportent de la valeur, et l'idée c'est de se focaliser sur la valeur qu'ils apportent. Et si on les remet pas dans un contexte, et du coup si on les remet pas dans cette chaîne de valeur, on va dépenser plein de choses pour rien, on va créer des doublons dans tous les sens, et c'est ce qui s'est un peu passé avec le déploiement de l'agilité à l'échelle. C'est qu'on a autonomisé les équipes, certes, ça a plutôt bien pris, les équipes, ça en général le comprennent vite. Par contre, poser un cadre plus global autour, ça on a eu du mal. Donc c'est ce qu'on a fait depuis maintenant 4 ans, pour réexpliquer, non, ok, vous êtes autonome, parce que l'autonomie aussi apporte pas mal de choses, sur la réactivité, etc. Mais ça pose aussi tout un tas de questions. Donc là, on s'est posé vraiment la question de les chaînes de valeur, quelles sont-elles, quelles sont les chaînes de valeur de l'entreprise. Et ça, ce travail-là, il a été vraiment fait par les architectes d'entreprise. Ah, il n'y a plus la connexion. Ah oui, il n'y a plus la connexion. Je te laisse... Bon, alors je continue un peu. Et donc c'est vraiment l'équipe d'architectes d'entreprise. Moi j'avais une équipe qui était vraiment positionnée à la direction générale, au cœur, en proximité des directions métiers. Et donc c'est vraiment eux qui ont fait ce travail de c'est quoi l'échelle de valeur de France Travail, c'est quoi, et donc on en a cœur de métier, on en a 5. Si on inclut tout le reste avec les fonctions support, le pilotage, etc., on en a une quinzaine. Je vous ai montré la carto dans le support. Et c'est vraiment les architectes qui ont fait ce travail avec les directions métiers. Donc c'est vraiment les patrons métiers qui sont au COMEX de France Travail. On a fait un travail, on a embarqué le DG aussi, on a embarqué des responsables de notre réseau, tous les directeurs régionaux pour faire ce travail-là. Et donc c'est ça qui nous a permis de poser notre carto des chaînes de valeur, mettre une gouvernance sur nos chaînes de valeur, valider dans notre COMEX au plus haut niveau, avec des revues de chaîne de valeur, où on parle vraiment de la valeur et de l'impact. Donc c'est ça qu'on a mis en place. Et du coup, le mode produit, on le positionne bien dans cette gouvernance. Je ne vais pas revenir sur on a mis une définition. C'est celle qu'on a, je ne dis pas qu'elle est absolue, elle est perfectible. Alors chaque mot compte. Ça aussi, ça fait des débats. Et peut-être que dans 1 an, on la complétera avec 2-3 trucs. Par contre, j'ai plus le... Merci. On s'est aussi posé plein de questions sur, mais du coup, mes produits, du coup, comment je les définis, comment avec le métier toujours, comment je cherche à avoir un périmètre de responsabilité sur ce patrimoine, donc sur ces capacités. Parce que l'idée, c'est d'avoir une équipe qui est responsabilisée sur un produit, donc il faut que ça soit soutenable humainement. On ne va pas mettre
une équipe de 150 personnes derrière un produit, ça n'aurait pas de sens. Donc il y a un volet vraiment organisation et par rapport au patrimoine, il y a un volet sur l'impact et donc de réflexion sur, du coup, est-ce que le périmètre qu'on pose sur le produit par rapport à l'impact qu'on veut avoir, par rapport à la chaîne de contribution de la valeur pour que, au final, nos demandeurs d'emploi, la valeur finale, c'est le retour durable à l'emploi, comment chaque produit apporte sa contribution là-dedans. Et donc, du coup, ça pose plein de questions sur comment je détourne mes produits. Bien sûr, il y a des questions d'architecture technique de données, mais ça aussi pose des questions plus fondamentales sur la façon dont on s'organise, dont on bosse pour délivrer cette valeur. Donc, on commence par, il y a l'inscription, il y a un premier diagnostic, il y a une orientation, il y a un suivi, après, on propose plein de choses. Donc, c'est comment les produits, je les positionne bien dans cette contribution de valeur. Donc ça, c'est un peu le changement, parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire ça comme ça. Le métier avait sa vision du métier, en plus pas forcément avec des compétences ou un mindset holistique, systémique. Et là, on repose ça vraiment avec eux pour dire, non, c'est votre job, la chaîne de valeur, l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour le retour durable à l'emploi. Il y a un directeur qui est là-dessus. C'est son job de se poser la question de ma chaîne de valeur, comment je l'organise, c'est quoi mes capacités, et dedans, l'IT, quelle contribution il apporte. Et puis, il y a des questions sur le flux de travail avec l'organisation. Ça aussi, c'est une vraie question. Je pourrais aussi en parler. Et donc, le passage à l'échelle, c'est là en fait c'est là que ça se joue en fait, et c'est là que vous arrivez à vraiment faire en sorte que votre mode produit se déploie ou se déploie pas, et la promesse qu'il y a derrière fonctionne ou pas. Et là-dessus, on a eu, comme je vous disais, ça fait une dizaine d'années, il y a eu des premières vagues où le côté j'ai une équipe autonome, auto-organisée, pluridisciplinaire. Alors au début, il n'y avait pas trop de métier. Maintenant, le responsable produit, c'est un acteur métier. Ils ont compris l'autonomie, donc ça a plutôt eu tendance à siloter ou à renforcer le silotage des produits. Et donc, c'est là-dessus qu'on a agi ces 4 dernières années pour se dire, non, on a besoin d'un cadre, c'est impérieux. Il y a des règles, il faut les respecter, et ça c'est compliqué. On n'est pas une organisation militaire, même si je pense que dans le monde militaire, c'est pas non plus forcément toujours tout rose, parce qu'il y a de l'humain tout simplement derrière. Et donc, le passage à l'échelle, il est compliqué. Et donc, ce qu'on a essayé de poser, c'est de dire, oui, il y a 6 grands axes sur ce cadre. C'est l'échelle de valeur. Et quand on dit chaîne de valeur, c'est vraiment la valeur finale pour nos demandeurs d'emploi, pour les entreprises qu'on recrute. C'est aussi pas forcément quelque chose qui est immédiat. Se poser la question sur ces chaînes de valeur d'objectifs et de résultats clés. Donc on a mis en place des OKR avec le métier pour dire voilà, mes objectifs, mes indicateurs, ma cible, c'est ça, comment je le mets en place. Un travail sur le parcours, nos supra-parcours. Quand je dis parcours, c'est pas le parcours dans les interfaces, j'ai cliqué sur tel bouton, etc. C'est vraiment le parcours, le métier global, la customer journey, si ça vous parle. Donc un gros travail là-dessus qui n'est pas fini. Les personas, on n'avait pas de capitalisation des personas, chaque produit avait sa petite sauce, etc. Donc, du coup, on essaye de mettre tout ça en commun pour que d'un produit à l'autre, on ne réinvente pas l'eau chaude à chaque fois. L'architecture produit, il y a plein de questions aussi qui se sont posées, notamment sur les échanges de données, sur les référentiels, sur le côté, le data ownership associé à la responsabilité sur les produits. Donc ça a touché des questions sur les rôles. On a été jusqu'au sujet RH parce que l'idée, ce rôle de responsable produit, qui est un mixte entre un product owner, un intrapreneur, un super chef de projet, enfin c'est un peu le bouton à 5 pattes. Ce qu'on a voulu faire, c'est aussi le valoriser,
Et notre nouveau DG insiste là-dessus. Donc, on a été jusqu'à, dans la grille RH, de créer cet emploi avec tout ce que ça tire derrière sur du coup, comment j'identifie, comment je nomme les gens dans cet emploi. Et là, vous vous doutez que c'est vite des questions, parce que derrière, il y a des questions de prix salarial, de parcours professionnel, etc. Et puis, des questions de gouvernance et de gestion de portefeuille. Ça a aussi des questions pas simples. Donc, on a révisé complètement notre gouvernance. On a même été jusqu'à, et ça, on l'a tiré au moment où on s'est posé ces questions sur la gouvernance, on s'est dit, bah oui, mais du coup, on a posé l'échelle de valeur, mais nos directions métiers, finalement, ne sont pas alignées. Donc, on se réorganise. Et là aussi, pareil, les architectes d'entreprise ont été vraiment aidants sur, du coup, comment j'organise les directions métiers. J'ai une direction, par exemple, sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ok, mais ça va être une direction de 70 personnes. On va mettre des équipes dessous. Comment les équipes, je les découpe? Est-ce que ça ne serait pas plus simple de les découper par rapport aux capacités qu'il y a derrière et aux produits qu'on a? De faire ce matching et ce lien entre ce qu'on cherche à faire autour des produits et nos capacités, comment on s'organise. Donc on est des gros adeptes du bouquin Team Topologies, si vous le connaissez, et jusqu'à la gestion de portefeuille, pour se dire, voilà, on a reposé ça, comment maintenant je responsabilise mes métiers sur le budget qui va être nécessaire pour faire fonctionner, transformer, évoluer tous ces produits. Donc on a mis en place, on a démarré ça début de l'année dernière, donc on a déjà fait 2 budgets participatifs. Donc ça reprend, on s'inspire toujours du cadre SAFE, qui explique très bien ça. Alors c'est pas celle qui a inventé le budget participatif, c'est des pratiques qui existent, y compris dans les collectivités territoriales qui utilisent souvent cette pratique-là. L'idée, c'est de mettre, là ce qu'on fait, c'est qu'on met tous les acteurs métiers, des représentants de notre réseau d'agences, donc des directeurs régionaux, etc., les directeurs IT correspondants, et on leur dit, voilà, vous avez 12 chaînes de valeur à financer, chacun vient pitcher sur tous les projets produits par rapport à ses objectifs, et après, vous vous mettez d'accord, on organise des tables, et il y a un côté mise et vote pour répartir le budget. Donc là, avec vraiment une implication forte des métiers pour dire, oui, les questions financières, c'est aussi un sujet clé, qui nous permet de faire avancer et transformer nos produits en fonction des objectifs qu'on s'est posés sur l'échelle. Bon, celui-là, je vais peut-être passer. Un gros changement aussi qu'on a fait, c'est que le mode produit, je l'évoquais tout à l'heure, il y a le volet patrimonial, comment j'organise la gouvernance de mon patrimoine, mais il y a aussi le volet, c'est centré utilisateur, et on pilote par impact. Et quand on pilote par impact, ça veut dire de la mesure. Et donc on avait déjà au sein de France Travail, avec toutes les statistiques sur le chômage, etc., une culture de la donnée, mais pas tant que ça, en fait, sur des indicateurs d'usage, des indicateurs d'impact, des indicateurs de moyens, des indicateurs de résultats. On a encore à progresser là-dessus, c'est une vraie question. Comment je mesure le fait que mon produit apporte bien la valeur qu'on attendait dans la chaîne de valeur? Ça attire plein de questions, parce que ça veut dire si c'est une valeur, si c'est un bout de la valeur, c'est du coup comment, statistiquement, si on veut avoir une mesure un peu raisonnable, ça veut dire des cohortes de demandeurs d'emploi qui passent avec ou sans. Enfin, ça tire plein de questions, pas toujours très simples sur la mesure. Donc on a fait et je ne dis pas qu'on a encore plein de travail à faire là-dessus. Mais l'idée, c'est bien d'avoir de la mesure pour s'assurer que j'ai bien l'impact qui était attendu. Et l'idée, c'est, si on n'a pas d'impact, on pivote tout de suite très vite. C'est ça, l'objectif. Et on a commencé à arrêter des produits ou des morceaux de produits parce qu'on se rendait compte assez vite que non, ça n'a pas d'impact. Il n'y a déjà pas d'usage ou en fait, ce qu'on imaginait va pas du tout et ça ne change rien sur la valeur finale. Donc ça aussi, c'est une culture de dire on pivote, on arrête vite. C'est une condition de succès aussi du truc. Si on n'est pas capable d'arrêter, y compris d'arrêter des trucs qui tournent depuis longtemps, parce qu'en général, plus on fait durer, moins on arrive à faire arrêter les choses. Ça, c'est un vrai enjeu de tout ça. Sur l'impact sur l'architecture d'entreprise, en fait, je l'ai un peu déjà évoqué,
c'est qu'on s'est vraiment posé ces questions-là, mais d'un point de vue vraiment métier, en fait. Et pour moi, les architectes d'entreprise ont été clés parce que c'est eux, en fait, qui avaient une connaissance 360 du métier. C'est eux qui travaillaient historiquement sur tous nos process métiers. Il y avait eu, mais alors ça remonte à un certain temps, hein, des certifications ISO 9000 qui avaient aidé à un moment donné. Donc ils avaient capitalisé, ils avaient cette connaissance-là. Et donc c'est eux qui ont aidé à la prise en main par les métiers de ces questions de finalement, c'est quoi ma chaîne de valeur, c'est quoi mes capacités métiers qui sont mobilisées pour atteindre cette valeur, et du coup, plus finement, comment je m'organise pour piloter ça par des équipes qui ont une taille humaine et raisonnable. Bon, là, je vous ai donné un exemple de chaîne de valeur sur l'orientation et l'accompagnement vers le bon emploi. On a une capacité métier qui est, pour apporter cette valeur, il y a un point important, c'est de faire le bon diagnostic sur la situation du demandeur d'emploi, hein, dans quelle situation il est socialement, c'est quoi son projet professionnel, est-ce qu'il a des difficultés de logement, de santé, de quoi que ce soit. Et pour faire ça, on a un produit qui s'appelle Mieux vous connaître, qui regroupe un certain nombre de solutions IT. Au début, ça s'appelait produit IT, mais c'est plutôt des briques. Donc on l'a appelé solution exprès pour faire la distinction avec le produit, qui sont pilotées. Et donc le responsable produit a ce périmètre-là en gouvernance. Et son objectif, c'est avec le budget qu'on lui a donné, c'est de maximiser l'impact et la valeur que ces solutions apportent dans la contribution de la chaîne de valeur qui est au-dessus. Ça vous donne une idée de la cartographie des chaînes de valeur. Celles qui sont en orange, c'est vraiment nos chaînes de valeur cœur métier. En bleu, c'est ce qui est nécessaire au pilotage et de la valeur qu'on apporte aussi à notre écosystème. Compréhension et anticipation du marché du travail. On a aussi une mission de capter, de comprendre ce qui se passe dans les territoires en termes d'entreprises qui recrutent, qui licencient, sur quels métiers, quels sont les métiers en tension, etc. Donc ça fait partie de nos missions. Et du coup, ça aussi, ça a de la valeur pour l'écosystème parce que, bien sûr, nous-mêmes, on l'utilise, mais il y a tout un tas d'autres acteurs qui sont consommateurs en fait, de cette valeur-là, etc. Puis en dessous, on a mis les fonctions support. Alors, les fonctions support, clairement, on est en train de les faire embarquer dans la logique aussi, globalement, du mode produit à l'échelle. Ça démarre, là pour le coup, pour un moment, on les avait laissés un petit peu de côté, on a considéré que c'était, à quelques exceptions près, parce qu'en fait, sur la com et notamment sur la finance, il y a un lien avec ces chaînes de valeur, évidemment, donc ils ont été embarqués, mais globalement, pour le moment, voilà, ça démarre, donc je ne pourrais pas forcément vous en dire beaucoup, il faudra qu'on se revoie dans un an ou deux pour cette partie-là. Je l'ai déjà dit, je vous l'ai écrit là, c'est vraiment la question, c'est se reposer la question, c'est vraiment tout autour de nos chaînes de valeur et de la réflexion sur la valeur pour nos demandeurs d'emploi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il attend? La valeur finale, ok, c'est le retour durable à l'emploi, ou le retour à l'emploi durable. Il y a un débat aussi là-dessus, c'est pas la même chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'il attend aussi en valeur intermédiaire? L'aider à faire un diagnostic sur sa situation, ça aussi, c'est finalement, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui nous le demandent. Alors évidemment, il y en a qui sont autonomes dans leur recherche d'emploi, ils savent se débrouiller tout seuls, on les identifie, et du coup, il n'y a pas de problème. Mais il y a tout un tas de gens qui ont plein de difficultés, et c'est surtout ces personnes-là qu'on aide en priorité. Et donc, eux, les aider à faire un diagnostic sur leur situation professionnelle, sur leur projet professionnel, ça a de la valeur. Et donc, du coup, on se dit, ok, c'est une étape de valeur, de notre chaîne de valeur, se poser ces questions, comment je m'organise pour faire ça. Voilà. Et donc, tout ça, évidemment, c'est d'abord des questions métier, business. Et avec la logique France Travail, où on étend avec les partenaires, les conseils départementaux, les missions locales et Cap emploi, la question se dit, oui, mais du coup, quelles vont être la contribution aussi de chacun de ces acteurs à ces apports de valeur. Et la question, c'est comment arriver à poser un cadre pour chaque équipe produit, pour qu'elles comprennent bien le cadre dans lequel elles peuvent jouer et maximiser la valeur. Ça, c'est essentiel.
Et là, on a des réussites et des échecs. Il y en a qui ont été très loin dans l'autonomie et qui, du coup, pour apporter la valeur, expliquaient qu'ils avaient besoin d'étendre leur périmètre et bouffer des territoires qui n'avaient pas bien été clarifiés avec d'autres produits. Donc il y a eu aussi cet effet-là. Et donc c'est ça qu'on recadre clairement aujourd'hui. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est un travail sans fin. Donc en permanence, on est là-dessus. Là, la photo, c'est notre dernier budget participatif qu'on a fait avec en gros, les DGA et directeurs de France Travail, des représentants des directeurs régionaux, les directeurs côté DSI. C'est vraiment un gros succès. On a encore plein de trucs à améliorer, mais c'est un vrai gros succès pour aligner tous les acteurs, les embarquer, les rendre solidaires des décisions aussi qui peuvent être prises, parce que tout le monde constate et comprend que bah oui, il y a peut-être la chaîne de valeur du copain d'à côté qui est peut-être plus importante et sur lequel bah oui, il faut qu'on investisse, vu les objectifs qu'on a et la stratégie qu'on a, il faut qu'on investisse. Donc ça a été c'est un vrai sujet, j'y reviendrai 2 secondes. Le premier sujet que je voulais évoquer, c'était l'impact organisationnel. Je vous l'ai dit, on a réorganisé, et c'est TG qui nous a poussé à ça, parce que c'est cette accélération qu'on a fait. Donc on a réorganisé toute la direction générale. C'est probablement d'ailleurs peut-être pas complètement fini, il y aura peut-être une V2, autour des chaînes de valeur. Donc on a clairement dit, une chaîne de valeur, on veut voir une tête, un patron de métier. C'était pas découpé comme ça, il y avait des croisements un peu dans tous les sens. Là, et puis vous vous doutez qu'il y a des sujets transverses qui sont pas simples. Par exemple, la gestion de la relation usager, donc tous les produits en interface avec nos usagers qui peuvent se retrouver dans plusieurs chaînes de valeur. Comment on gère ça en transverse? Pas simple. Et alors, je ne parle pas de l'IA, qui est aussi quelque part une sorte de capacité au service de toutes ces chaînes de valeur. Donc, il y a évidemment derrière ça se cache pas mal de complexité. Et du coup, on s'est vraiment déjà réorganisé côté métier. On a reposé, et c'est là, ces 3 dernières années, le travail avec les RH pour poser ce qu'on attend du responsable produit, le product manager. Et on insiste sur le product manager plus que product owner. Et là, on rejoint un peu quelque part le framework SAFe, parce que c'est un niveau un peu plus haut. Et puis, on lui demande vraiment une posture d'intrapreneur pour, c'est sa petite entreprise de produit et il doit maximiser la valeur. Avec toujours, bien sûr, je suis dans un cadre, je ne sais pas ce que je veux non plus. Ça, c'est un gros travail qui n'est pas fini parce que les castings qu'on a fait pour nommer les responsables de produits, on se rend compte que voilà, tout le monde n'a pas forcément cette fibre intrapreneur. Et donc, il faut accompagner en permanence tous ces acteurs-là. On a mis des coachs, mais ça ne suffit pas toujours non plus. Voilà. Et donc, on refait régulièrement des formations sur nos responsables produits. On en est à la, je sais plus combien, 7e ou 8e campagne de formation-action qui se font sur une dizaine de jours répartis sur 3 mois. Et en fait, on se rend compte qu'on en fait revenir qui avaient déjà fait une première session pour compléter cette formation, parce que c'est essentiel, le rôle du PM est un rôle clé. Un autre sujet impacté, c'est comment je finance. On a mis en place des comités produits, des sortes de comités d'investissement sur les produits. Donc le produit vient régulièrement pitcher devant tout son parterre toutes les parties prenantes du produit, donc les directeurs métiers, parfois les partenaires externes, qui sont aussi qui peuvent être clients de ce produit-là, et le PM avec son équipe vient pitcher pour dire voilà, mes OKR, les indicateurs d'impact, où est-ce que j'en suis, ça a marché, ça n'a pas marché, voilà la roadmap que je propose d'ajuster, et le financement associé. Et du coup, si on dit ça, ça veut dire comment il prépare le financement par rapport à un financement global de la chaîne de valeur. C'est là où on tire toutes les questions de gestion de portefeuille, produits et projets. Parce qu'on continue aussi à avoir des projets transverses qui viennent impacter
tous nos produits, au hasard, la cybersécurité, parce qu'on n'est pas bon. Je ne vais pas le cacher, je pense que vous avez entendu dans la presse, malheureusement, un certain nombre de fuites chez France Travail, et ça commence à en faire pas mal. Donc on en a eu 4 là, en 2 ans. Et donc là, typiquement, là-dessus, on a un projet transverse, on a même un programme qui vient impacter tous les produits plus ou moins fortement en fonction de l'exposition qu'ils ont vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, donc c'est un sujet compliqué. La petite photo, c'est pour dire que avant, en fait, la répartition des budgets, c'était très obscur, pour pas dire totalement non transparent. Non, le directeur métier, s'il est responsable de la chaîne de valeur, il doit avoir une vision et il doit avoir le levier sur tout le financement. Et quand je dis tout le financement, c'est IT et tout le reste. Donc ça, l'IT, on est en train de se mettre en ordre de bataille pour le faire. On a commencé à avoir une vision complète, directe. Tous les coûts complets sur un produit, sur la composante IT du produit, et on est en train de rajouter toute la composante non IT du produit pour avoir une vision en coût complet sur la chaîne de valeur, ses capacités et les produits qu'il y a derrière. Et quand je dis coût complet, c'est build et run. Parce que ça aussi, c'est un des changements du mode produit, c'est que l'équipe produit, elle s'occupe aussi du run. C'est You Build It, You Run It, le fameux, je ne sais plus qui disait ça, c'est Jeff Bezos, je crois. Et ça aussi, c'est un vrai changement parce que nos directions métiers, elles étaient focalisées sur la dernière commande du gouvernement ou du législateur ou du DG, aucune idée. Je pense qu'on en a tous des comme ça. Et donc, ils étaient focalisés sur les nouvelles features, je fais simple, qui vont arriver demain. Là, ce qu'on leur dit, c'est OK, t'as toujours ça à traiter et t'as le droit de les prioriser. Donc, t'as le droit de dire non en exposant le truc, mais en plus, tu gères le run. Donc, toute la valeur au quotidien, donc les incidents et les irritants. On avait une vraie difficulté à traiter les irritants, et on fait bien une différence entre incidents et irritants. Et donc, ça devient la responsabilité du PM qui doit gérer ce run et la valeur au quotidien. Ça aussi, c'est un changement important. On a mis en place pour le moment une OBEA pour le pilotage de la DSI. Alors, la DSI, ça a été renommé en tech, en DGA Tech. Alors, vous ne le voyez pas, mais on l'a organisé en chaîne de valeur, donc avec tout un tas d'indicateurs pour avoir une vision 360 de la chaîne de valeur. Donc, ça va des OKR, la carte produit, le budget, les incidents, la dette techno, le cyberscore, qu'est-ce que j'oublie, bien sûr, surtout le taux de satisfaction de nos conseillers, de nos usagers, etc. Alors pareil, on a encore pas mal de choses à faire, mais Yes est lancé et on a mis ça en place. Et l'idée, c'est qu'on étende ça avec les métiers et on voudrait faire les revues de chaîne de valeur, nos comités d'investissement dans cette salle en physique, etc. Donc on revient aussi un peu quelque part au physique parce qu'on se rend compte que pour pas mal de choses, c'est indispensable. Alors évidemment, il y a son jumeau numérique derrière, mais c'est important d'avoir ce côté de l'ancrer et de le rendre visible en toute transparence. La salle est accessible par toute la direction générale en totale transparence. Les conditions de succès, j'ai un peu évoqué dans mes propos. Le côté silotage et le risque, à partir du moment où vous dites au PM, c'est toi qui es responsable, c'est toi le sachant, c'est mieux placé pour dire, proposer ta roadmap et ce que tu veux, et le budget que tu veux. Il y en a qui comprennent très vite jusqu'où ça pourrait leur permettre d'aller. Il y a néanmoins à chaque fois le fait que, oui, il y a un cadre. Ton produit est dans une chaîne de valeur, la chaîne de valeur, elle a des OKR, donc tu t'inscris là-dedans, tu réponds à ça. Donc ça, c'est un vrai sujet, et il faut qu'on le rabâche, il faut qu'on l'explique, qu'il y ait de la communication et du coaching, c'est un vrai sujet. Le détourage des produits, donc le périmètre, c'est vraiment des questions d'architecture.
c'est aussi essentiel parce qu'on se rend compte qu'il y a certains produits qu'on avait délimités qui étaient trop gros ou trop petits, donc on est en train de revenir dessus. Donc le boulot des architectes d'entreprise, là-dessus, il est aussi essentiel. Et on pensait, en fait, on se disait, bon, une fois qu'on l'aura détouré, c'est bon, on est tranquille pour quelques mois, quelques années. En fait, non, parce que assez vite, on fait des ajustements. Alors, ça reste des ajustements un peu à la marge, mais dès lors qu'on rentre un peu finement dans les composants et l'IT, finalement, c'est pas si à la marge que ça. Donc, les architectes d'entreprise, ils ont un rôle aussi sur ce détourage, l'adapter, l'ajuster en fonction de l'avancement. Et puis, je disais, on n'a pas perdu les projets. Hein. On a encore tout un portefeuille de projets qui intervient et qui ont des actions en transverse sur nos produits. Alors la différence, c'est que c'est plus l'unique source de financement des produits, parce qu'il y a aussi un financement direct sur les produits, mais c'est bien la somme des deux. Enfin, voilà. Donc c'est ça qui est un peu compliqué dans la gestion de portefeuille, parce que ça rajoute en fait une dimension à la façon dont on finance des actions de transformation. Et un sujet majeur, j'en ai pas parlé parce que c'était pas tellement mon propos, mais sur la data et l'IA, c'est aussi un sujet clé parce que derrière chaque produit, il y a de la data. Où est-ce que le produit est honneur et pas honneur sur ces data? Ça, c'est une vraie question. On a une culture de la data, mais pas tellement du data ownership au sein de France Travail. Et là, on sait que c'est un vrai travail à encore un peu devant nous pour clairement responsabiliser les acteurs, pour dire, si, en fait, dans ton produit, tu as cette donnée, en fait, c'est toi, t'es le sachant et le responsable de cette donnée-là, donc à toi de te démerder déjà pour la rendre accessible. Ça, la logique d'APIisation, elle est poussée depuis longtemps, y compris d'ailleurs à l'extérieur. On a francetravail.io où on expose toutes nos API, bien sûr de façon sécurisée en fonction des partenaires. Donc l'exposition, c'était pas tellement le problème. Le problème, c'était plus la responsabilité de la qualité, de la pertinence, de la fraîcheur de la donnée, où, vu du métier, c'était pas forcément leur préoccupation. Et pour finir, Safe. Alors il y a plein de débats, et ça revient de manière cyclique, du genre Safe, oui, mais c'est hyper lourd, c'est hyper compliqué. Il y a trop de choses, vive le manifeste agile, et ça suffit. Bon. Sauf que le manifeste, c'est un manifeste, c'est pas plus que ça. Il y a des principes qui sont intéressants, mais ça ne vous explique pas non plus les principes qui sont nécessaires pour le passage à l'échelle. Ce qu'on retient nous de Safe, c'est que ce cadre, il a eu l'intelligence de rassembler tout un tas de pratiques qui, finalement, on considère sont indispensables pour le passage à l'échelle. Est-ce qu'il y a tout dedans? Non. Sur le volet architecture en entreprise, je crois qu'il y a déjà eu des interventions dans le cadre du club. Il y a plein de questions. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, il ne faut pas le voir comme une liste de procédures, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est bien un ensemble de pratiques décrites de manière assez haut niveau, hein, donc ça ne va pas rentrer dans le détail et vous mettre un rassis sur machin il doit faire ça, et l'autre il doit faire ça, et l'autre il doit faire ça, donc c'est décrit de manière un peu plus générale. Donc ça sous-entend que forcément c'est à adapter en fonction de votre maturité, de votre organisation, de ce que vous voulez faire, etc. Mais nous on considère qu'on n'aurait pas eu ça, passage produit à l'échelle, on ne le faisait pas. Et des fois même on dit, en fait le mode produit à l'échelle, on résume en disant, en fait c'est safe. On va débattre un peu là-dessus, mais c'est quand même pas loin d'être vrai. Et on a regardé ce qu'il y avait sur d'autres frameworks, LACE notamment, et puis j'ai plus tous les noms en tête. On est resté sur Safe parce que finalement, il était le mieux documenté. Il y a tout un cadre de formation derrière, alors avec aussi un business, c'est vrai, mais qui est assez bien foutu, pensé, et donc pour nous ça a été vraiment une vraie aide. Voilà. Et donc plein de choses encore à faire sur les chaînes de valeur, parce que c'est aussi un des messages, c'est un vrai long chemin. La transformation des métiers, c'est aussi un long chemin, parce que ça a été aussi pour eux une autre façon
voir les choses, hein, la culture de gérer un patrimoine, de gérer du run, d'avoir un volet financier aussi au sein de l'administration. C'était pas forcément une culture très courante. Elle était clairement ancrée côté DSI, mais beaucoup moins côté métier. Donc ça, c'est des vrais changements voilà, qui se gèrent dans la durée. Donc il faut tenir, c'est ça qui est compliqué, c'est de tenir le cap. Là, on a un DG qui est à fond et nous soutient, donc, ce qui a permis justement de replacer les architectes d'entreprise. Mais voilà, il faut que ça tienne dans les années à venir. Quelques questions pour le choix de l'organisation des équipes archi, d'entreprise ou solutions. Vous avez choisi le modèle SAFe avec système architecte Co, ou vous avez quelque chose d'adapté? Et les choix que vous avez fait, c'est quoi du coup? Il y a encore pas très longtemps, donc il y a 6 mois, les architectes d'entreprise, on avait un découpage architecte d'entreprise, architecte système, architecte applicatif et les architectes techniques encore ailleurs. Et du coup, dans des directions des organisations assez différentes. Les architectes d'entreprise étaient vraiment positionnés, ils étaient dans les équipes à la DG avec le métier. Moi, j'étais pas à l'époque dans la DSI, j'étais vraiment côté métier, attaché au DGA, le directeur général, le numéro 2, en charge de l'offre de service. Ça a des gros avantages, cette proximité, mais ça a aussi pas mal d'inconvénients parce que en fait, les différentes couches d'architecture ne se connaissent pas bien. Et du coup, l'idée d'avoir une capacité d'architecture qui est plus full stack, on ne l'avait pas en fait. Et donc ce qu'on a décidé, c'était plutôt de les regrouper. Alors on n'échange pas de lieu physique, hein, donc les architectes d'entreprise, ils restent immergés au sein des métiers, et par contre ils sont regroupés et dans une filière d'architectes globale qui regroupe tous les architectes que j'ai listés, entreprises, systèmes, applicatifs. Je me demande, parce que c'est énorme, si vous avez été accompagné par un cabinet pour toute la partie stratégique, conduite du changement, formation, comment vous avez fait? À moins que vous ayez recruté, du coup vous avez pu baisser le taux du chômage en travaillant comme ça, mais parce que c'est quand même assez... Alors il y a eu quelques recrutements. On a, sur la durée, ponctuellement, par moment, quand je vous ai parlé d'accélération, on reposait 2-3 choses, notamment quand il y a un peu 2 ans, ouais, ça fait maintenant 2 ans, on a reposé, reclarifié le cadre. Oui, là, on s'est fait accompagner ponctuellement. Mais globalement, c'est fait par les acteurs internes. Je vous disais, l'expérience qu'on a sur SAFe depuis 10 ans, on a maintenant des super coachs internes SAFe qui sont en train de basculer SPC Advance, qui visent être, je ne sais plus comment ça s'appelle, SPCT-I interne, qui se sont formés à SAFe, mais aussi au Lean, toutes les pratiques utiles là-dessus. Non, on a quand même fait pas mal par l'interne. Ça demande peut-être un peu plus de temps, c'est pour ça que je vous dis, j'ai insisté sur le côté, ça demande du temps, mais moi je pense que c'est assez indispensable quoi, d'ancrer ça dans les pratiques internes. Alors après, pour le métier, là, pour démultiplier le coaching, oui, c'est vrai qu'on a fait de temps en temps appel à des vagues de coach un peu externes, parce qu'on avait du mal à accompagner ça complètement en interne. Et l'idée, c'était bien de les onboarder dans notre petit groupe de coachs internes pour démultiplier. Mais dans les réflexions, en fait, pas tant que ça, en fait. Alors après, c'est pas... ça, c'est une synthèse de ce qu'on a appris, hein, évidemment. Il y a eu des essais-erreurs et tout ça. Hein. Alors, à distance, on a Catherine Oubion de l'ONEM. Donc l'ONEM, c'est l'équivalent de France Travail en Belgique. Qui, avant de poser des questions, souligne et reconnaît le trajet que vous avez parcouru, parce qu'ils sont en train de faire le même chemin. Et pose 2 questions. Elle pose 2 questions. La première, est-ce que vous avez développé une notion d'Enterprise Information Model? Et la deuxième, c'est est-ce que, je vais te poser la question, est-ce qu'il est possible, d'après vous, de développer une notion de jumeau numérique? Vaste question. Question piège. Ouais, jumeau numérique, je ne saurais pas forcément bien répondre parce que ça. Jumeau numérique de quoi? De l'entreprise, non, clairement non. Cette question-là, je vais un peu l'évacuer en disant
clairement non, on n'en est pas là. Par contre, on se pose quand même des questions sur, quand on dit, voilà, notre chaîne de valeur, c'est ça, notre capacité, nos produits, c'est ça, on sait quand même, et on continue de se poser des questions, oui, mais du coup, mon parcours qui traverse ces produits, pour des personas, comment j'arrive à le simuler? Et on aimerait bien de temps en temps se faire des exercices de simulation pour se dire, ah bah tiens, on prend le cas de ce persona et on le fait dérouler, on met tous les acteurs, on fait une sorte de série game autour de ça. Donc je ne sais pas si ça tire ces questions-là, mais en tout cas, on est en train de voir comment on pourrait faire ce genre de choses pour justement, cette vision systémique de bout en bout, on la garde bien et on puisse la tester en fait. Et après, chaque produit puisse agir plus, j'ai envie de dire, localement sur leur périmètre. Sur la première question, Enterprise Information Model, alors, pareil, il faudrait voir ce que ça sous-tend derrière. Ce qu'on a fait, à côté de avec ce que je vous disais sur le data ownership, on a mis en place, ça c'est un truc qu'on a mis en place depuis quelques années et on l'étend pour avoir déjà un data catalogue de toutes les données qu'on a partout. Donc c'était parti historiquement plutôt du décisionnel, c'est un truc assez classique, qu'on a étendu au opérationnel, donc tous les produits cœur de métier. Et on est en train, donc c'est pas encore très développé, on s'est même posé des questions, on avait méga, on arrête méga, on va passer à autre chose. Voilà, là aussi ça pourrait faire l'objet d'échanges. Et donc on se pose des questions de justement dans cette modélisation, cette cartographie, jusqu'où on va. On essaye d'être plutôt minimaliste et d'automatiser tout ce qu'on peut automatiser. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a toute une partie qui n'est pas automatisable, sur le découpage, le détourage, les périmètres de responsabilité, c'est aussi beaucoup des choix. Et donc ça, il faut que ça s'ancre. Donc il y a des vraies questions autour de ça. Pour moi, c'est pas encore satisfaisant ce qu'on a fait, mais et merci pour. Bonjour et merci beaucoup pour cette super présentation très intéressante. En fait, cette approche par l'échelle de valeur et la business et le produit, bon, très intéressant ce que vous avez présenté, mais quand on a un existant applicatif très structurant, très lourd, un legacy qui structure non seulement le point critique, mais également les mentalités, même des métiers, comment on fait pour prendre en compte cet existant et le faire évoluer pour s'allier, parce que clairement on n'est pas aligné par le prochain modèle. Alors, on est complètement là-dedans. On avait encore jusqu'en novembre du mainframe DB2 qu'on a arrêté. On a fait une méga bascule. Donc, on n'a plus le mainframe DB2, c'était en 2025. Par contre, on a encore le COBOL qui est porté différemment. Donc, oui, on a un gros legacy. L'indemnisation des chômeurs, c'est un truc qui date d'il y a longtemps. Et donc, oui, c'est un vrai sujet, ça. Et c'est pour ça que un des axes qu'on a avec les architectes, c'est de poser sur la table clairement toute la dette qu'on a et d'aller même jusqu'à la chiffrer. Alors c'est compliqué, ça c'est plein de questions. La dette techno, la dette applicative, la dette fonctionnelle. Pour aussi mettre ça sur la table en disant voilà ce que ça coûterait si on voulait la résorber. Et si on la résorbe pas, voilà tout ce que ça a comme conséquence. Et ça, on veut aussi mettre sur la table des métiers, en visibilité des métiers, pour que dans l'entretien qu'ils ont de leur chaîne de valeur et de leurs produits, ils aient conscience de ça. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça ne règle pas forcément le problème, mais déjà la prise de conscience, je pense que c'est déjà un gros gap. De se dire, est-ce que je peux continuer avec cette dette indéfiniment? On a notre COBOL, il nous pose plein de questions, de problèmes, fonctionnels aussi, sur l'inscription, il faudrait que je rentre dans le détail, mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu faire comme on aurait voulu ou comme il aurait fallu faire avec la création de France Travail, notamment parce qu'on avait de la dette aussi fonctionnelle dans nos outils. Donc c'est une vraie question. Merci Luc, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous.